Alors, c'est une paracha, comme toutes les parachas, très très spéciale, bien sûr. On va parler donc de parachat Kedoshim. C'est une paracha dans laquelle on va avoir 51 mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre faramineux que c'est. Il faut s'imaginer que dans tout le livre entier de Bereshit, on a 3 mitzvot. Et dans cette paracha, on a 50. Et pas n'importe lesquels. Parce qu'en fait, on n'a que des... Tu fais avec là, je ne fais pas un tortillon. Ah, c'est bien. Ok. On n'a que des lois qui concernent les relations entre moi et mon entourage. Ça veut dire les relations commerciales, les relations amicales, les relations de voisinage, les relations amoureuses. Tout ça se trouve dans notre paracha. D'accord? Et je vais vous donner un petit échantillon. On a par exemple la mitzvah de ne pas être indifférent devant le danger de notre prochain. Ça veut dire que quand je vois une amie qui prend une mauvaise direction dans la vie, eh ben, j'ai l'obligation d'aller lui dire. On a l'obligation de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas escroquer, en jouant sur les mots par exemple. On a l'obligation de ne pas payer quelqu'un en retard, de ne pas donner de mauvais conseils, de juger l'autre de façon bienveillante, d'accord? Ça veut dire en lui donnant des circonstances atténuantes. De ne pas parler en mal, d'accord? La mitzvah de l'interdit de la shonara se trouve dans notre paracha. De ne pas faire la tête sans donner d'explication, parce qu'il y a marqué tu ne peux pas haïr dans ton cœur. Exprimer des reproches, mais sans blesser l'autre. D'accord? Ça veut dire en prenant en compte sa sensibilité. Coucou, ça va Sandrine? L'interdit de ne pas se venger. D'accord? Genre, tu m'as pas invité, je t'ai pas invité. D'accord? Et l'interdit de garder de la rancœur. Alors ça, c'est juste un tout petit échantillon des 50 mitzvot qui se trouvent dans notre paracha. Et en fait, cette paracha, elle va finir par nous parler d'amour. Parce qu'elle va finir par le fameux Ve'ahavta lireacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on dit que cette paracha, en fait, quand elle a été dite devant tous les Bnei Israël. Ça veut dire qu'en fait, elle nous concerne tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous été investis d'un potentiel d'amour qu'on a envie de redistribuer. Il ne faut pas le redistribuer de n'importe quelle manière. D'accord? Et c'est incroyable parce que cette paracha, elle s'appelle Kedoshim. D'accord? Alors qu'on traduit en français en général par saint, vous serez saint, la sainteté. Donc, c'est bizarre. Nous, on aurait envie de dire, attends, je lis la première phrase, c'est soyez saint. D'accord? Sois sainte, Joy. Alors, j'ai envie de fermer le livre. Je me dis, attends, qu'est-ce que je vais lire suite à ça? Je m'attends à un descriptif de la vie orthodoxe. D'accord? Tu mettras les tefilines, tu prieras 3 fois par jour, tu t'habilleras en jupe, tu feras pas la bise. Et en fait, non. Tout d'un coup, je découvre qu'on me parle de ma vie. Tu feras pas la bise? Aux hommes. D'accord? Autre que son mari. D'accord? Non, à sa copine, on fait des bisous, on fait des câlins, on fait tout, Chantal. Bien sûr. D'accord, merci pour la remarque. Merci pour la précision. Et en fait, cette paracha, elle nous parle de nous. Parce qu'en général, effectivement, les questions existentielles qu'on a dans la vie, c'est pas des trucs du style ouais, j'arrive pas à me concentrer quand je fais Birkat Amazon, oh là là, ce matin j'ai fait Shema Israël, mais pas avec la bonne kavana. C'est plutôt des trucs du style relationnel. D'accord? Ma belle-mère se mêle de tout, je sens que mon mari prend cette distance, j'arrive pas à pardonner à quelqu'un, j'en veux à mes parents. C'est plutôt ça qui nous travaille. D'accord? Coucou, ça va? Où allez-vous? Il y a de la place. D'accord, donc cette paracha, elle s'appelle Kedoshim. Donc elle veut dire soyez saints. On a l'impression qu'elle ne nous parle pas du tout de nous et en fait elle me décrit ma vie et toutes les problématiques existentielles et essentielles que j'ai dans ma vie. D'accord? Et à la fin, elle finit par Ve'ahavta lireacha kamocha. Elle me parle aussi d'amour. Mais je peux vous poser une question, c'est quoi le lien entre la Kedusha
la sainteté et l'amour. Ah ben c'est bizarre parce que comment on dit mariage en hébreu? Kidou, Shin. Ah, c'est marrant. Et qu'est-ce qu'il dit le Khatan quand il passe la bague à la kala, que tout le monde fait les youyou? Areat mekudeshet li. La Kedusha, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Un mariage, ça s'appelle Kadosh. Une autre occurrence aussi, qui est très singulière, c'est que donc, dans le Beth Amikdash, qui est le lieu de la connexion entre le divin et l'humain, d'accord, se trouvait un endroit mystique, impénétrable, seulement par le Kohen Gadol, une fois par an, au moment de la Neila, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? 2 chérubes, 2 anges, 2 statues d'anges qui se faisaient quoi? Un câlin. Ils se faisaient face et quand le peuple était en... Mais la plupart du temps, ils se faisaient des bisous. Ouais. Ils se faisaient la bise. Donc quoi? Le Kodesh HaKodashim, attends, l'amour, Kiddushin, le mariage? Apparemment, dans notre Torah, la Kedusha, la sainteté, et le mariage, l'amour, les relations, sont 2 choses qui sont intimement liées. Et si on arrive ensemble à comprendre c'est quoi la Kedusha, peut-être qu'on va réussir à donner une définition à l'amour. Ok, on est parti? Alors, où est-ce qu'on se trouve en ce moment? On est en pleine ascension. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte, c'était il y a 2 semaines. Vous vous rappelez, vous avez encore mal au ventre des matzot. Vous avez fait Etmol pour les Tunisiens, vous avez fait Bibilou pour les Marocains. Il y a autre chose que des Tunisiens, des Marocains ici? Ah, moi j'étais chez les Syriens et les Perses. Alors, ils font quoi? Ils se frappent avec des oignons. Alors, tu t'es frappé? On s'est frappé. Donc, Ena, tu t'es bien Ah, c'est fouetté avec ton exactement oignon? Ok. Avec un oignon? Mais c'est bête là, j'ai honte. On est sorti d'Égypte, d'accord, de ce qui nous emprisonnait. Et chaque année, on a besoin de ressortir d'Égypte parce que chaque année, c'est des choses différentes qui nous emprisonnent. Pourquoi? Pour recevoir la Torah. D'accord, quoi? Mais chaque année, on reçoit la Torah. Oui, chaque année, on la reçoit de nouveau. On la reçoit avec un œil différent, avec une expérience différente et une maturité différente. Juste pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai préparé mon cours ce matin, j'ai relu évidemment, mais j'ai pris mon anti-tèche, le cours de l'année dernière. Ça fait 4 années que je le donne sur Kedoshim. Je relis, je fais oh non, ça va pas du tout là. Non, faut raffiner les concepts. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? 1 an de maturité. D'accord? Et donc en fait, cette période-là, elle va être particulière parce qu'elle va me permettre de me préparer à cet événement qui est le fait de recevoir la Torah. C'est-à-dire quoi la recevoir? La faire rentrer en moi. D'accord? Et pour ça, j'ai besoin de me préparer. Cette période qui est magnifique en soi, malheureusement, elle est entachée par les 32 premiers jours qui sont une période de deuil. D'accord? Sur quoi on prend le deuil? C'est-à-dire que nous, ça veut dire quoi qu'on prend le deuil? Par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans? On fait quoi? On fait l'Omer, enfin, en compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va pas écouter de musique. Là, pendant les 32 jours jusqu'au Lag Baomer, on se rappelle d'un événement. Quel est cet événement? Alors, le Talmud nous dit, voilà. Et Shnemasar Zouge Talmudim, Ayou les Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 pères d'étudiants. Ve Kulam et Toube Perekehad, ils sont morts en 32 jours. Kilo Nahagu Kavod Zebazé. Parce qu'ils ne se sont pas respectés, parce qu'ils n'ont pas été capables de s'aimer. Et en fait, pendant ces 32 jours, on va devoir se rappeler de ça pour ne pas refaire la même erreur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que 32, c'est la même guématria que lève, le cœur. Parce qu'en fait, toute cette histoire, finalement, c'est qu'une histoire de cœur. Et le fait de recevoir la Torah, en fait, c'est une affaire de cœur. Ça va, Nathalie? Alors, écoutez bien. Pourquoi la Torah? Pourquoi le Talmud, vous avez entendu comment il a dit que les 24 000 élèves sont morts? Il n'y a pas marqué 28 000 élèves, il est marqué 12 000 pères d'étudiants. Pour te dire quoi? Pour te dire que le problème, justement, il se situe dans la relation à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, ces étudiants qui étudiaient la Torah avec Rabbi Akiva l'étudiaient de façon comme aujourd'hui en yeshiva. Est-ce que vous avez déjà été dans une yeshiva ou pas? Est-ce que c'est calme comme une bibliothèque, la BNF? Ça hurle dans tous les sens. Mais ça hurle! Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le Talmud, ça s'étudie absolument à 2.
Parce qu'on a besoin absolument que tu confrontes ton point de vue avec celui de l'autre. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir sortir de ton emprisonnement qui est quoi? Qui est tes certitudes. C'est-à-dire que la suite logique de la sortie d'Égypte, c'est de te confronter à l'autre et de voir en quoi il va venir bouleverser tes certitudes. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans une yeshiva. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça hurle. Une fois, je me rappelle, j'avais appelé un broker d'appartement parce que j'avais vu un appartement qui me plaisait. Et je l'appelle et je lui dis l'appartement, alors c'est rue pour Médita, donc c'est ma rue, mais c'était pas le mien, enfin celui où j'habite. Et il m'appelle, il me répond au téléphone, il me dit ah oui, tu veux vraiment le visiter? Et je dis oui, je veux bien. Et puis finalement, il n'avait pas du tout l'air convaincu au téléphone. Et il me voit arriver, et là il voit que je suis habillée donc, habillée religieuse. Et là il fait ah, mais c'est magnifique! J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il fait viens, monte! Alors je fais monter, en fait c'est en face d'une yeshiva. Et ça veut dire que quand je te dis que du matin au soir, t'entends des hurlements de gens qui se hurlent dessus. Et il me dit voilà, toi tu vas aimer le bruit. Genre il avait trouvé la cliente. J'ai dit oui, j'aime bien, mais j'aime bien le calme aussi. Bref, c'était pas pour moi, pour d'autres raisons aussi. Mais voilà, c'est comme ça hurle. Moi je supportais pas, d'ailleurs quand j'avais été étudiante et que j'allais à la BNF, j'avais un gros coup de rastreint. Histoire aussi, une fois mon mari il a été étudié chez Sarah Bruta, ça veut dire au lieu d'étudier à la yeshiva, mais il a étudié avec la personne avec qui il étudie d'habitude. Il m'a raconté qu'ils se sont tellement hurlés dessus que sa fille, sa petite de 2 ans, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi tu cries sur mon papa? C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est magnifique? Parce que justement, nous on croit à l'enrichissement par la différence de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient l'impression que la différence est quelque chose qui est dérangeant dans la relation. C'est quelque chose que je tolère. Ouais, je tolère tes différences, mais dans le fond, j'aimerais bien que tu sois plutôt comme moi. Et Rabbi Akiva, il va leur donner une leçon qui est magistrale. Pourquoi? Parce que vous connaissez un petit peu son histoire à Rabbi Akiva? On se replonge dedans? Oui? Ah, dommage, je ne vous ai pas amené mon roman. J'ai lu un roman magnifique sur la vie de sa femme, Rachel. C'est un roman qui est fictif, mais qui raconte toutes les histoires de la Gemara de façon romancée. Je l'ai mangé en 24 heures, 300 pages. Et donc, Rabbi Akiva, à la base, il était berger, analphabète, religieux, pas vraiment. Et un jour, il est descendant de Guérim, mais il est un descendant de Sisera. Si, c'est bien sûr. Il est un descendant de convertis, de Sisera. Ouais, c'est impressionnant. Et donc du coup, et un jour, il est venu pour passer un interview, pour travailler chez le riche de la ville qui s'appelait Kalba Savoie. Qui lui fait passer l'interview? Sa fille, la fille de Kalba Savoie, Rachel. Et Rachel, elle voit chez Akiva, donc à l'époque il s'appelait Akiva, un potentiel extraordinaire. Elle voit qu'il a des midotes extraordinaires et que lui, le jour où il va étudier la Torah elle va venir, elle va le transformer, elle va le transcender. À la fin de l'interview, elle lui demande le job tu l'as, mais la fille tu l'as aussi. Alors elle lui demande s'il veut l'épouser. Oui, c'est une histoire moderne. Et donc après beaucoup de réflexion, parce que a priori c'était pas du tout destiné, en tout cas pas selon les critères objectifs, il a décidé d'accepter et ils se sont mariés dans la plus grande discrétion. Pourquoi? Parce que le père de Rachel était complètement contre ce mariage, et on s'imagine bien. Et donc du coup il a déshérité sa fille et elle est partie vivre avec Akiva, avec son mari, dans une espèce de grange dans la paille. Il n'avait, nous dit la Gemara, rien d'autre que de la paille. Et un jour, donc, alors qu'ils étaient dans cette grange, il a retiré un morceau de paille de ses cheveux et lui a dit un jour, je t'offrirai Yerushalayim Shel Zahav. C'est quoi? C'est un bijou, en fait, une couronne, et il s'engage en fait à lui offrir ce bijou. Et un an après, elle lui dit, ça y est,
tu es prêt pour partir à la yeshiva. Et en fait, Rabbi Akiva s'en va, il part à Yavne pour étudier pendant 24 ans. Pendant 24 ans, ils ne se sont pas vus, ils se sont écrits beaucoup de lettres, des lettres d'amour, des lettres de languissement, mais ils ne se sont pas vus. Pourquoi il n'est pas revenu? Le Rav Shmulevitch, il dit que c'est parce qu'en fait, Rabbi Akiva, il sentait que c'était le languissement de sa femme qui lui donnait toute sa force pour étudier la Torah. Et dans les lettres qu'il lui a envoyées, il était toujours très modeste. « Ah oui, j'apprends, je progresse. » Effectivement, il a commencé par quoi? Par la Kita Aleph. Il a appris le Aleph Bet. Mais au bout de quelques années, au bout de la 13e année, nous dit précisément le Talmud, Rabbi Akiva, il est en train de montrer qu'il maîtrise toute la Torah. Et en fait, il passe de élève à maître. Et en fait, c'est lui qui va devenir le roche, qui va devenir à la tête de toute la yeshiva. Et 11 ans après, donc au bout de 24 ans, Rabbi Akiva, il rentre chez lui. Et lorsqu'il rentre, alors nous décrit le Talmud une scène un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu Forrest Gump, où en fait il avance, et puis il y en a un derrière lui, et un deuxième, et un troisième, et tous les Talmudim se joignent à lui, et se joignent à lui, et se joignent à lui, et finalement il arrive avec une foule de 24 000 élèves. À ce moment-là, Rachel entend qu'il y a un grand rave qui arrive dans sa ville, elle n'a aucune idée de qui c'est, elle va, elle court, et à ce moment-là, elle tombe à la renverse, et elle se rend compte que son petit Akiva est devenu le grand rave de la génération. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va lui offrir le bijou devant tout le monde, et il va dire à ses élèves, tout ce qui est à moi et à vous est à elle. Quand il offre ce bijou Rabbi Akiva, il leur transmet quoi comme message à ses élèves? Regardez, ça fait 24 ans que je pense que à quoi? À la Torah. Je suis plongée dans la Torah, je suis plongée dans la spiritualité. Mais regardez qu'est-ce que j'offre à ma femme? Quelque chose de matériel, un bijou. Parce que c'est ça ce qu'elle attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre, il n'est pas toi-même. La définition de l'amour, avant tout, c'est de se dire, mais qu'est-ce que recherche l'autre? De quoi il a besoin? Est-ce que elle ou il a besoin? C'est pas du tout mes références. Et je vais devoir aller à la recherche, à la rencontre de l'autre pour savoir justement lui faire plaisir. D'accord? Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que parfois on se dit, ouais, moi je l'adore cette fille, c'est ma copine, mais regarde, moi je suis généreuse, elle fait pas trop ça, mais bon, peut-être qu'un jour je l'influencerai et qu'elle deviendra comme moi. Ça veut dire en gros, je tolère sa différence, mais je vais pas apprendre d'elle qu'est-ce que c'est de gérer des finances. Ça veut dire je vais pas me bonifier grâce à sa différence. Je vais au mieux la tolérer ou essayer de la gommer ou faire en sorte qu'elle me ressemble. Ou bien je peux me dire, bon alors moi tu sais j'ai la tête, j'ai les pieds sur terre, hein, mais alors elle est dans les nuages. Et peut-être que grâce à mon influence, elle va devenir un peu plus terre à terre. Ah, elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Et peut-être qu'au contraire, si toi tu cherches à apprendre de sa différence, peut-être que toi tu vas t'enrichir et tu vas avoir un côté un peu moins terre à terre justement. C'est ça en fait, le numéro 1, le préambule à toute forme de relation qui soit positive et qui vienne et qui m'enrichisse, c'est d'aller justement chercher qu'est-ce qu'il y a de différent chez l'autre et de me dire comment je peux m'enrichir grâce à ça. D'accord? Maintenant, c'est là qu'on va arriver à l'équation de notre cours ce soir. Écoutez bien. C'est un truc, je vais vous le dire, ça va pas. Quand je vais vous le dire, ça va vous paraître évident. En fait, on n'y pense jamais. Écoutez bien. Si, dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit amicale ou que ce soit amoureuse, il y a un attachement. D'accord? Et si il y a des divergences, des différences, alors forcément, il va y avoir un potentiel de quoi? De conflit. Ça va ensemble. Différence plus attachement égale conflit. Potentiel de conflit. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je suis attachée à l'autre, et que forcément il y a des moments dans la vie où elle ne va pas réagir comme moi je l'aurais attendu puisqu'on est différentes. Pour elle, quand moi j'envoie un texto à la dernière minute pour dire allez viens dîner vendredi soir parce que chez moi c'est la bonne franquette,
Pour elle, c'est genre un outrage de se faire inviter 1 heure avant la fête. Et après, elle te fait la tête. Oui, mais parce que chacun a ses références. Elle est différente. Et donc, du coup, forcément, dans une relation où on s'aime, il y a un potentiel de vexation, de déception, de trahison. Parce que si on s'aime pas, on se vexe pas. Regarde, imagine que, je sais pas, Enat, tu crois une copine de fac, mais vous n'étiez pas très proche. Et tu la vois, tu fais ah ça va, et elle se rappelle pas de toi. Bon, c'est pas grave. Mais imagine, c'était genre ta super bonne copine avec qui tu t'es essayé pendant 5 ans à côté, tout le temps, je fais ça, et elle te dit miette. Là, bah tout d'un coup, c'est vexant. D'accord? Ou bien, je sais pas, t'es pas invité au mariage d'une collègue. Bon, c'est pas grave. T'es pas invité au mariage d'une amie, bah ça y est, c'est la déclaration de la guerre mondiale. D'accord? Donc quoi? Quand on aime, on a des attentes. D'accord? La tipia, l'attente, c'est une composante constitutive de toute relation d'amour. D'accord? Et s'il y a des tipiotes et des attentes, et bien forcément, il y a un potentiel de vexation. Donc plus on s'aime, c'est ça qui est paradoxal, plus c'est explosif. D'accord? Et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, quand on fait son alia, oui, c'est évident maintenant qu'on le dit. Oui, mais ça, votre cours est tellement important pour moi aujourd'hui parce que j'ai des soucis comme ça. Bon. Alors je me dis... Après, vous allongerez sur le canapé, Chantal. beaucoup aimé. Mais oui, on vous aime, Chantal. On vous aime. Alors, et c'est pour ça que quand tu fais ton alia, je sais pas si vous avez remarqué, quand on fait son alia, la première chose qu'on remarque, c'est à quel point les Israéliens sont intrusifs dans nos vies. C'est-à-dire, dans le bus, tu te fais engueuler parce que, je sais pas quoi, parce que t'as pas laissé la place à la dame, tu te fais tout le temps crier dessus, en fait. Alors, venez, on fait une expérience un jour. On fait une caméra cachée, vous sortez, je vous prête mon bébé, d'accord? Vous sortez avec la poussette et vous mettez mon bébé sans chaussettes. Et vous voyez combien de personnes s'arrêtent dans la rue pour vous crier dessus, même s'il fait 40 degrés dehors, hein, ça change rien. Pourquoi? Non mais pourquoi? Et nous au début on est interpellés, on dit mais attends, c'est pas comme... Mais parce que ils t'aiment. Ils ne sont pas indifférents. Exactement, en France. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, vous ne saoule pas, je te saoule pas. D'accord? Donc tu peux le sortir, il fait moins 10 degrés, il n'a pas de chaussettes. Éventuellement tu auras un regard de la concierge si tu l'as mérité, mais... Ici, ils sont intrusifs parce qu'ils se font du souci pour toi, même s'ils ne te connaissent pas. C'est pas les juifs. Exactement, c'est beau les juifs. Exactement. Si on se dispute, c'est qu'on s'aime. Ne vous épanouissez pas, on a besoin de vous, Chantal. Donc écoutez bien, le conflit, c'est pas une menace en soi, c'est un bon signe. D'accord? Moi j'ai Madame Lemel, la maman de Raveli Lemel, qui m'a formée notamment, m'a dit un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple où je sais pas s'ils s'aiment, quoi. Je sais pas s'ils ont une relation vraiment. Ça ne peut pas exister un couple où on ne se dispute pas. Oui, impossible. Sinon c'est pas un couple. D'accord? Et donc on va essayer de parler des 2 ennemis numéro 1 de l'amour, du couple, des relations amicales. C'est quoi? C'est, comme tu l'as dit à juste titre, Laetitia, l'indifférence. D'accord? Et deuxièmement, la mauvaise gestion des conflits. En fait, c'est ça le problème. C'est quand il arrive, puisqu'il est inévitable, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est la paracha qui va nous en parler. En fait, c'est tellement confortable d'être dans l'indifférence. Parce que des fois, comme on ne veut pas rentrer dans le conflit, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On veut se protéger. Et donc, du coup, on rentre dans une espèce de guerre froide où tu me saoules pas, je te saoule pas. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On a juste tué la relation. Alors c'est sûr, il n'y aura plus de vexation, il n'y a plus de dispute. C'est normal parce qu'il n'y a plus de relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette paracha-là nous parle de l'indifférence. Elle nous dit quoi? Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. C'est dans cette paracha d'ailleurs qu'on a la notion de non-assistance à personne en danger. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos termes à nous, modernes, du 21e siècle? À part que si tu vois une dame qui n'arrive pas qui est en train de se noyer, tu vas la sauver, mais bon, ça n'arrive pas tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une amie que je vois et qui va dans la mauvaise direction,
j'ai l'obligation d'aller lui dire ce que je pense. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs le Balatania sur Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Il nous dit, regarde, toi dans ta vie, tu essayes de faire les bons choix, tu essayes d'aller dans la bonne direction. C'est sûr que tu as des erreurs de parcours, évidemment, mais tu essayes d'avoir quoi? Le mieux pour toi-même. Donc si tu vois ton ami qui est en train de se planter royalement, tu as l'obligation d'aller lui dire, je pense que tu es dans la mauvaise direction. Mais c'est quoi la mauvaise direction? Ça veut dire, C'est par rapport à nous la mauvaise direction. Voilà, c'est ça, ça veut dire c'est nous qui jugeons. C'est une mauvaise Bien sûr, direction. toi tu as ta subjectivité, d'accord? Mais avec ta subjectivité et ta bienveillance, bien sûr, tu te dois d'aller lui dire. Ce qui est bon pour moi, c'est pas forcément bon pour elle. Bien sûr, j'ai pas dit qu'elle doit être... Ce que je viens d'expliquer, c'est qu'elle... C'est un regard. Je te dis pas qu'elle va devenir comme toi. Écoutez, j'ai un très bon conseil, les filles. Devenez toutes comme moi. Non, mais tu sais, tu sens que... Je vais te dire, moi, certains regrets que j'ai dans ma vie, c'est quand je me suis tue alors que j'aurais dû parler. Quand tu vois que ta copine est dans une relation où elle n'est pas du tout épanouie et que si elle se marie, toi, tu n'es pas très très confiante. Je suis dans un cas comme ça en ce moment. Je suis en plein dedans. À un moment, tu es obligé de dire, écoute, je pense que tu te fonces droit dans le mur en te mariant avec lui. Après, je lui ai dit, j'espère me tromper. J'espère de tout le cœur me tromper, mais je suis obligée. C'est très dur. Ouais, c'est très dur. C'est la mitzvah, c'est tout ce que j'ai écrit. C'est la mitzvah la plus... En tout cas, pour moi, c'est la mitzvah la plus difficile. C'est marrant parce que au moment où j'étais en train d'écrire ça, C'est très dur si c'est ton ami très très proche, à la limite. Mais si c'est ton ami Pas proche. normal, genre c'est ton ami, t'invites au mariage, c'est ton ami, c'est ta copine, tu la oh, connais un c'est une peu. amie éloignée. De toute façon, Non, tu la pas connais pas éloignée, vraiment, mais mais si tu sens, c'est exactement non-assistance de la personne en danger. C'est-à-dire que c'est quoi non-assistance de la personne en danger? C'est que la personne qui est la plus propice en fait à aller sauver l'autre, elle doit se lancer, elle doit pas se dire non, j'ai peur de mouiller mes chaussettes, d'accord? Là, c'est le même principe. Si tu sens que tu es la personne la plus apte, d'accord? Et avec ta subjectivité de femme, d'accord? Et c'est pour ça, moi, je te dis, je suis en plein dans ce cas en ce moment. À un moment, j'ai dit, écoute, moi, je t'ai donné mon avis, je te donne le numéro de quelqu'un d'autre, d'accord? Qui sera sûrement plus objectif que moi. Tu lui donnes les données que toi, tu m'as données, et tu vois qu'est-ce qu'il te dit. D'accord? Tu penses pas qu'on peut changer après dans la Mais c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, je souhaite de me tromper, mais je ne peux pas faire l'impasse de mon intuition. D'accord? Parce que je l'ai fait... Dans un cas comme ça, est-ce que c'est la personne qui te fait une analyse et en fonction de l'analyse de la personne, tu te dis c'est pas bon, ou tu as vu la relation? Ouais, c'est Ça- ça. Non, c'est pas le cas, je veux dire, je veux pas parler d'une personne. Non, etc., mais soit t'as des données... c'est pas la soit- même ouais, réaction. en soit fait. tu as des données qui sont objectives, d'accord? Qui sont des données objectives. Soit par exemple, tu sens que c'est ton ami et que depuis qu'elle est avec lui, elle a perdu son sourire et que... Ok. Donc c'est-à-dire que Ça peut être l'un, ça tu peut as être fait l'autre. une analyse par rapport à quelque chose que tu as vu. C'est pas... Ressenti. C'est un regard. Oui, mais c'est pas C'est en... quand on est venu te chercher, quoi. Si, on est... Enfin, Non, mais Pour avoir autant de données personnelles, c'est qu'il y a une oui, c'est qu'à un moment tu dis attends, il y a un problème là, vas-y, ok, viens on rentre dans les détails, 1, 2, 3, tac, 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 C'est tac. ça. Par intuition. Par intuition, tu peux Même pas. elle, elle est pas sûre. Ouais, c'est ça. Bon, on va parler des cas particuliers après, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit se poser la question. On ne doit pas se dire non, moi je me mêle pas. D'accord? Ou alors, avant de faire ça d'ailleurs, j'ai appelé un rave, d'accord, pour lui dire voilà, regardez, A, B, C, D. Ah bah non, là tu peux pas la laisser tomber. Elle est en train de foncer droit dans le mur. Elle est peut-être en train de se faire manipuler. D'accord? Ok? Bon, encore une fois, on va pas faire une règle générale pour les cas particuliers, parce que chaque cas est spécifique en soi, mais en tout cas, on a cette responsabilité, cette obligation. D'accord? Et donc du coup, ça c'est... Donc on a compris que quoi? D'éviter le conflit, bah c'est pas bon. Parce que je me défile. Ou bien, on a dit, c'est quoi? C'est que je suis dans l'indifférence, on vit côte à côte, et en fait, on n'est ni un couple ni des amis. D'accord? Et donc, on a compris que dans la vie, on ne peut pas éviter à tout prix les conflits ou les tensions. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tout va dépendre
la base numéro 1 pour qu'un un conflit ne soit pas explosif, ça va être quoi? Ça va être comment moi je me sens à moi-même. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'autre, il est forcément différent. Il a sa subjectivité, il a son histoire et moi aussi. D'accord? Si moi je suis pas bien dans mes baskets, alors l'autre, avec sa subjectivité, avec ses différences, pour moi, il va être menaçant. Et donc du coup, si je ne suis pas bien avec moi, les conflits vont toujours prendre une sale tournure. Pourquoi? Parce que je vais me sentir agressée. Je vais sentir qu'on ne m'écoute pas, alors je vais devoir crier plus fort. Et donc du coup, forcément, le préambule de base pour pouvoir bien gérer une dispute, c'est de se sentir bien dans ses baskets. Et d'être à l'écoute de ce que l'autre a à me dire. D'accord? Parce que vous savez bien que dans toute dispute, il y a forcément des torts partagés des deux côtés. Ok? Après, il y en a un qui met un zoom sur ça et l'autre qui met un zoom sur ça. Mais la scène, elle était la même. D'accord? Et donc, du coup, on comprend une chose, c'est que c'est vrai dans la vie, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais si on a une blacklist de gens avec qui on est en froid, qui se rallongent au fur et à mesure des mois, on va devoir se poser des questions sur nous-mêmes. Attends, c'est pas moi qui ai un problème là, c'est pas moi qui vois tout en noir. Non, mais j'ai l'impression que tout le monde fait des choses méchantes avec moi, mais dans le fond, c'est pas moi qui suis susceptible. Parce que je suis pas bien avec moi-même. Souvenez-vous de ça, c'est que les gens qui ont des problèmes relationnels sont toujours des gens qui ont des problèmes existentiels. Si moi je suis pas bien avec moi, comment tu veux que je sois bien avec l'autre? Expliquez-moi. Si moi je suis pas bienveillante et tolérante envers moi-même, comment je peux être bienveillante et tolérante avec l'autre? Ok, on peut essayer de garder les questions pour la fin comme ça. Ok. Ouais, c'est bon. Tu la tiens, tu la gardes. Ok. Et donc du coup, et à partir de là, c'est là que je vais enfin réussir à faire des choses complètement irrationnelles pour l'autre. À partir du moment où j'ai accepté cette différence, à partir du moment où moi je suis bien avec moi-même, d'accord? Alors la façon dont l'autre pense, j'arrive à l'intégrer. Et là, j'arrive vraiment à faire plaisir à l'autre. Même pour des trucs qui me paraissent hyper bizarres, ou hyper fous, ou hyper pas moi. Exemple, à des choses basiques, d'accord? Comme faire une fête chez moi, un anniversaire surprise pour ma coloc, alors que moi j'ai horreur des fêtes chez moi, mais que elle, je sais que ça lui fait plaisir. D'accord? Ou bien des choses un peu plus folles comme avoir mes beaux-parents en 3 semaines parce que ça fait plaisir à mon mari. Ou bien appeler, j'en sais rien, ma belle-mère alors qu'elle a été odieuse. Parce que c'est lui qui le demande. Et ça lui fait plaisir. Non mais là, tu te rends compte de ce que tu me demandes là? Tu te rends compte? Ouais. Mais à partir du moment où tu arrives à prendre en question, mais vraiment à intégrer la subjectivité de l'autre et son ressenti et son histoire et son truc, tu dis, je vais le faire. D'accord? Et c'est exactement ce que Rachel va faire pendant 24 ans, qu'elle va être séparée de son mari, qu'elle va faire les choses les plus folles pour lui permettre de réaliser son rêve qui est d'étudier la Torah. On dit même qu'à un moment, c'est la scène dans Piquant It, la scène mignonne dans le livre que j'ai lu, où en fait elle est là comme ça, elle reçoit son amie, et son amie raconte, elle demande à Rachel, elle dit mais pourquoi ton foulard il est tout raplapla comme ça, normalement tout était... Puis là, elle se rend compte, elle fait oh, Rachel, t'as vendu tes cheveux. Elle a coupé ses cheveux et les a vendus pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir continuer à soutenir son mari. Des trucs qui sont dingues. À partir du moment où on est dans cette forme de relation, on dit mais je suis capable en fait de faire des choses qui sont complètement folles. Parce que moi je suis bien avec moi-même et du coup je suis bien avec les attentes de l'autre. Ok? Et donc on va pouvoir un peu encore plus approfondir ce sujet en parlant de la Gdoucha. Maintenant qu'on a posé les préambules à l'amour, d'accord, on va pouvoir expliquer c'est quoi la Gdoucha et on va pouvoir préciser vraiment c'est quoi l'amour. Alors la Gdoucha, la Kedusha en français, la sainteté, encore une fois la traduction française ne veut absolument rien dire, nous dit Rashi, vous savez c'est quoi la Gdoucha? Il nous dit c'est toutes les fois où en fait il y a quelque chose qui est distingué. D'accord? C'est pour ça qu'on a un peuple kadosh. Alors, c'est pas du tout parce qu'on est mieux que les autres. Pas du tout.
C'est juste qu'on est distingué, on a juste vachement plus de responsabilités. 613. Pas mal quand même. Et donc quoi? Quel est le rapport avec le mariage, Kiddushin? C'est qu'en fait, l'homme, quand il dit Areat Mekudé Shetli, il lui dit, tu sais, il y a toutes les femmes au monde, et il y a toi. Et toi, t'es très spécial. C'est ça en fait la Gdusha. C'est en fait de se dire, mais ça n'a rien à voir. Toi, t'es complètement distingué. Et ça, c'est la règle numéro 1 dans toutes les formes d'amour. Que ce soit dans le couple. Alors, évidemment, quand on dit distinguer, c'est de s'abstenir des relations avec les personnes d'un autre sexe, d'accord? Donc, les barrières, la bise, Chantal, c'est dans notre paracha. Mais bien sûr, apprendre au sens plus abstrait, qui est de dire, mais toi, t'es tellement distingué des autres, t'es tellement spécial. Et c'est vrai dans le couple, et c'est vrai dans les amitiés. On a besoin de savoir, vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont plein d'amis. Et on est frustré de se dire, non mais moi je suis juste une parmi... mais on a besoin de se dire, non mais en fait moi je suis spéciale, on a une relation spéciale elle et moi. Ou bien avec les enfants. Les enfants, des fois ils te disent, maman tu aimes qui plus? Tu aimes plus ma soeur ou moi? Il ne faut jamais répondre à cette question. Mais si tu réponds, je vous aime tous les deux de façon égale, ça vaut 0. C'est comme si tu économises ta parole. Lui, il se dit, ok, donc maman, elle nous aime pas. Ou elle nous aime en tarif de groupe. Voilà, elle a économisé 3 mots. Non, il faut lui dire quoi? Il faut lui dire, et ça, les enfants, ils adorent. Ils peuvent t'écouter pendant 10 ans. Non, mais toi, t'es spécial parce que tu sais, quand tu te lèves le matin, que tu me fais un petit bisou là, il n'y a personne qui sait faire un bisou comme toi. Et puis, tu sais aussi, quand tu fais un gâteau, alors, ouais, non, le gâteau, il est affreux, hein, mais franchement, il n'y a pas personne qui fait un gâteau comme toi. Tu t'arrêtes. D'abord, un enfant qui te demande ça, c'est qu'il a besoin d'attention, d'accord? Et tu te mets à le décrire à quel point il est spécial. Et là, l'enfant, il est au top. Et tu viens d'éviter quoi d'ailleurs? Tu viens d'éviter les conflits. Parce que pourquoi les enfants font des problèmes? Parce qu'ils ont besoin d'attention. C'est tout. Et c'est pas que les enfants. Et c'est pas que les enfants, exactement. Merci Esther. On a tous besoin d'un moment ou un autre, avec quelqu'un qui nous est cher, de se sentir spécial. C'est ça la Gdusha. La deuxième explication, c'est celle du Ramban. Le Ramban, il nous dit quoi? Il nous dit, ah, tu sais c'est quoi la Gdusha? C'est un état général. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah, on a ces fameuses 613 mitzvot, mais il n'y a pas tout écrit. Ce serait impossible de tout écrire. Sois gentil avec ta voisine, sois sympa avec ton frère. Il n'y a pas écrit tout ça. D'accord? Et donc, il y a des gens qui vont jouer sur les mots et qui vont être selon la halakha, mais qui ne vont pas du tout jouer le jeu, en fait, de l'esprit de ce qu'on attend d'eux. D'accord? Ça va être, par exemple, je sais pas, des femmes qui s'habillent tsniout, et genre, tu la vois arriver, en fait, tu ne vois qu'elle. D'accord? Parce qu'elle a le truc cintré, le truc moulant. D'accord? Alors elle va te dire, écoute, ça va, j'ai ça, j'ai le truc. Mais oui, mais je sais pas, c'est un peu bizarre parce qu'on ne voit que... D'accord? Ou bien l'exemple que nous donne le Ramban, il nous dit quoi? Il nous dit, quelqu'un qui mange de la cachère super stricte, méadrine, machin. Et en fait, il mange de façon hyper grossière, il s'enchaîne les trucs. C'est grossier. Alors, il n'y a pas écrit ne mange pas de façon grossière, mais... C'est l'état d'esprit qu'on attend de toi. On n'a pas besoin de te le préciser pour que tu le comprennes. C'est ça, nous dit la Gdusha, le Ramban. Ou bien un autre exemple qu'il nous donne, il nous dit c'est quelqu'un, alors il veut faire tout selon la halakha. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Rav Tartampion l'autorisation pour ça, à Rav Ravager l'autorisation pour ça, à au rabbin des bois. En fait, il se fait son petit marché comme ça, et tu vas le voir, tu te dis... va selon une direction, ne cherche pas des trucs partout. Lui il dit, bah c'est écrit où ça? Vous voyez ce que je veux dire? Bah la Gdusha, entre guillemets, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les relations, ne commence pas à jouer sur les mots. Ne commence pas à faire la mauvaise foi. Genre, t'as pas appelé pour je sais pas, ta meilleure amie pour son anniversaire. Elle te dit, ah mais tu m'as pas appelé. Oh ça va, je t'ai envoyé un texto. Ouais, mais bon, je sais pas, on est meilleurs amis, je m'attendais à ce que je me passe un coup de fil, quoi. Mais c'est écrit où?
C'est vrai, c'est pas écrit dans le Larousse de l'amitié qu'il faut s'appeler le jour de l'anniversaire. Mais je sais pas, c'est ce que j'aurais attendu de toi. D'accord? Pareil dans un couple. Oh, ça va, je t'ai fait les courses, je t'ai fait à manger, qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, je voulais juste une présence, un sourire, voilà quoi. Donc c'est sûr, tu as respecté les clauses du contrat, mais l'essentiel, non. D'accord? C'est ça ce qu'il nous dit le Ramban. C'est sûr qu'il y a des conventions, mais la base, justement, c'est de savoir aller au-delà de la convention. D'accord? Ensuite, la paracha, elle continue sur... Encore une fois, elle veut absolument éviter les conflits, cette paracha. Elle nous met tout en garde, d'accord? Elle nous met tous les garde-fous pour qu'on puisse éviter les conflits, parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est en potentiel et c'est quelque chose qui est inéluctable. D'accord? À la fin, elle va dire, quand le conflit arrive, comment tu vas le gérer. Ok? Alors, elle continue. Elle dit quoi? Elle dit, fameux passouk, Betsedek, Tishpot et Amitecha. Tu jugeras l'autre avec bienveillance. Rachid explique, juge ton semblable en lui accordant un préjugé indulgent. D'ailleurs, pourquoi on juge? Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit juger avec bienveillance? Parce que forcément, on juge. C'est le réflexe automatique d'une personne que tu te demandes pourquoi elle a fait ça, et pourquoi elle a dit ça, et pourquoi c'est comme ça. On fonctionne tous comme ça. Sauf peut-être les tzadékets parmi vous, mais moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Alors, elle prévoit le coup. Ouais, c'est sûr que tu vas juger, mais juge de façon bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand on assiste à une situation ambivalente, il y a deux façons de réagir. Par exemple, je sais pas, quelqu'un est en retard. Soit tu te dis, oh là là, mais j'espère qu'elle n'est pas coincée dans les embouteillages, la pauvre et tout. Ou soit, ouais, c'est toujours la même chose. Elle se moque de moi. Oh là là. Maintenant, écoutez bien. Deuxième révélation de ce soir, qui maintenant va vous paraître évidente, d'accord? Deuxième équation. Plus on est proche, plus on connaît les personnes. Et donc, plus on va avoir tendance à juger de façon précipitée. Donc quoi? Moi je sais, ma copine c'est une retardataire invétérée. Elle me donne rendez-vous au resto. Et elle n'est pas là. Qu'est-ce que je... je la connais par cœur. Et voilà, encore une fois, elle fait poireauter pendant une demi-heure. Elle n'a pas de respect pour le temps des autres, elle. Vous vous rendez compte? C'est que, en fait, plus on est proche, plus on sait, on a catégorisé l'affaire, c'est bon. Encore une fois, c'est la même chose. C'est extraordinaire. Et la Torah dit, attends, garde-fou là. Si tu veux éviter les conflits, juge avec bienveillance. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça d'un homme, c'est écrit dans la Gemara, qui a travaillé, donc il habitait en Galilée, il a travaillé 3 ans chez un propriétaire. Et c'était convenu qu'au bout de ces 3 ans, il allait recevoir son salaire. Arrive juste avant Kippour, il dit à son patron, ça y est, je vais rentrer chez moi, est-ce que tu peux me payer? Le patron lui dit, non, je peux pas. Et il lui dit, mais tu peux peut-être me donner, je sais pas, de la nourriture? Non, je peux pas. Il dit, mais peut-être tu peux me donner des trucs en gage qui vont me permettre de me donner une garantie? Non, je peux pas. Et il rentre chez lui. Il arrive chez lui pour les fêtes. Et puis après la fête de Sukkot, le patron revient chargé de cadeaux et il le paye en version plus. Alors il lui demande, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé quand tu m'as demandé si je pouvais te payer, que je t'ai dit non? Ah, j'ai cru que... Il lui sort un truc alambiqué. Après il dit, mais quand tu m'as demandé des choses en nature, ah, je sais pas, je me suis dit que peut-être... Il lui sort un truc alambiqué. Après il dit, mais quand tu m'as demandé des gages, il dit, je sais pas, peut-être tes objets, tu les avais donnés en gage à quelqu'un d'autre. Il lui dit, t'avais raison du début à la fin. C'était qui cet homme? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avant qu'il devienne Rabbi Akiva. Et on dit que Rachel, elle a entendu cette histoire sur Rabbi Akiva, et c'est ça qui a fait qu'elle s'est rendue compte qu'il avait d'aussi bonnes médotes. Et le patron lui a dit à la fin, vu que tu m'as jugé favorablement, que le ciel te juge favorablement. Mais ça, c'est des choses dans notre quotidien. C'est du 21e siècle, d'accord? Exemple personnel. En général, j'aime pas raconter des exemples personnels, mais cette histoire, elle est juste propice. Une fois, donc c'était vendredi après-midi, Shabbat rentrait hyper tôt. Je m'étais mal organisée. Pour une fois, je cuisinais le vendredi.
Et j'étais là, la tchak-tchouka, le truc, le machin. Et donc, mon mari va chercher les enfants. Et puis en fait, apparemment, il me jette dans l'ascenseur, mais lui ne remonte pas avec. Et donc là, tout le monde débarque, c'est la foire. Et je suis là, comme ça, j'essaie de faire ce que je peux, le truc, le ménage, je remue la tchak-tchouka, là. Et pas de téléphone, il répond pas, on sait pas où il a été, je demande aux enfants où est papa. Il se part où? Et là, j'ai le sang qui bout, vous savez. D'accord, ça bout. Là, non, il se moque. Ok. Et au bout de, je sais pas, genre 1h15 que je me fais des films dans ma tête de comment je vais attaquer, sous quel angle, quand il arrive. À ce moment-là, ding dong, la porte qui sonne. Et là, je sais pas, j'ai une lueur d'esprit, un coup de génie. Je me dis, attends. Je me rappelle, il y a un truc, c'est jugé positivement. J'ai oublié de le faire, mais j'ouvre la porte et je fais, ça va, tout va bien. Et là, il me dit, oh là là, j'étais en galère, j'avais pas de batterie, truc. En plus, j'ai été aider ton cousin à déménager son canapé. Ah, ok. Conflit évité. De justesse. De justesse. Engueulade évité de justesse. Hurlement évité de justesse. Combien de fois on saute, on se précipite en fait sur des conclusions parce qu'on connaît l'autre par cœur. Bah non. Et si c'est une habitude qui revient toujours avec des excuses? Ah. C'est à chaque fois, il te donne. En fait, il faut comprendre quelque chose de beaucoup plus large. Là, c'est quelque chose de contextuel que j'ai raconté, mais il y a quelque chose au niveau de la personnalité. C'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas fait de la même façon. On a chacun sa culture, son background et ses références. D'accord? C'est-à-dire que quelque chose qui pour toi est vexant, pour l'autre, il ne comprend même pas c'est quoi le problème. C'est pour ça que... alors, moi j'adore les belles filles qui parlent de leur belle-mère. Avant, c'était les belles filles qui avaient peur de leur... C'était... Oui, les belles-mères qui avaient peur des... Non, les belles filles qui avaient peur des belles-mères. Maintenant, c'est les belles-mères qui ont peur des belles filles. Mais une fois, j'entends, des trucs du style... oui, tu te rends pas compte, elle débarque à l'improviste. Après, j'entends... Non, mais tu te rends compte, elle m'appelle. Elle me prévient 2 semaines avant qu'elle va venir. Mais comme si j'avais que ça à penser qu'elle arrive dans 2 semaines. Ou bien, non, mais tu te rends compte, elle vient pendant 3 jours. Et quoi qu'il en soit, ça va pas, quoi. Genre, si tu vois le truc de ce point de vue-là, ou de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, tu vas de toute façon toujours trouver des réponses qui sont pas les mêmes. D'accord? Et donc, du coup, il n'y a rien qui est... C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout est relatif. Il n'y a rien qui est normal. Moi, j'ai grandi avec ça et ça et ça comme référence. Comme ça et comme ça et comme ça. Et tu dis aux gens, comment c'était chez toi? Ils disent, bah chez moi, c'était normal. Moi, j'adore faire ça. Ça veut dire quoi, c'était normal? Bah, je sais pas, nous, on avait un rapport à l'argent qui était normal, quoi. Mais eux, je sais pas... Bah, ou peut-être, encore une fois, c'est la gestion qui est différente. D'accord? Et donc, la Torah, elle te demande, même dans le mariage, dans le couple, de sortir un peu de tes certitudes et de brasser des cultures différentes et de découvrir que, ouais, il y avait les Tunisiens, maintenant il y a les Séfarades, il y a les Ashkénazes. Et va à la rencontre de ces cultures et essaye de t'imprégner et de t'enrichir de ça. C'est ça la sortie d'Égypte aussi. C'est de sortir de son carcan de ah, c'était comme ah, on a toujours fait comme ça en Tunisie. Ben eux, ils font pas pareil. D'accord? Et donc, c'est ça aussi, juger l'autre favorablement. Par rapport à ta question, Yafa, et c'est ce qui donne le Rabbi Nachman de Breslev comme explication par rapport à Ve'afta les Re'acha Kamocha. Regardez bien. Ve'afta les Re'acha. Qu'est-ce que vous entendez dans Re'acha? Resh, Ain, Chaf. Le mal, ton mal. Le mal qui est en toi. En fait, quoi? Tout comme toi. Tes erreurs, tes lourdeurs, toutes tes erreurs de parcours, toutes les fois où tu as eu un mauvais comportement, tu arrives à justifier très bien, parce que ce matin tu étais mauvaise humeur, parce que cette nuit tu as mal dormi, parce que tu comprends quand tu étais petite c'était dur. Et bien la même chose avec l'autre. Tout comme toi tu arrives à justifier ton propre rat, ton mauvais comportement, fais le même travail avec l'autre. C'est ça, Ve'afta l'Erecha Kamocha, selon Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? Et, bien sûr, le fait de juger favorablement ne doit pas nous enlever notre discernement.
C'est pas parce que je juge favorablement que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Non, ta copine, ça fait 5 fois que vous allez au restaurant et que pile au moment de payer l'addition, ah bah c'est marrant, elle a oublié son sac. Bon, d'accord, elle a peut-être un souci pour inviter. Mais c'est quoi juger favorablement aussi? C'est ne pas faire un zoom sur ça. Ne pas résumer l'autre à ça. Parce que sinon tu passes à côté des qualités qu'elle a. C'est ça juger favorablement. C'est à la fois faire preuve de discernement, à la fois ne pas se concentrer uniquement sur ce qui va pas. D'accord? Et ensuite, on a cette fameuse phrase extraordinaire, ne hais point ton frère dans ton cœur. Ça veut dire quoi? On ne va pas commencer à lui faire la tête sans lui dire pourquoi. Il y a eu un malentendu, certes, mais tu vas et tu lui dis. Puis je comprends pas parce que quand tu as fait ceci, cela, bah voilà, moi, comment personnellement je l'ai interprété. Maintenant, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Parce que vous savez très bien, toujours il y a des explications. D'accord? Ça va ou pas? Et donc la Torah, elle te dit communique. Ça m'a fait de la peine. Et pourquoi? D'accord? Et la suite du passouk, elle est extraordinaire. C'est quoi? Alors ensuite, on a quoi? On a fait des reproches. On a une mitzvah de Torah de faire des reproches. D'accord? Donc tu m'as blessé quand tu as dit ça, je l'ai mal interprété, etc. Et la suite du passouk, c'est quoi? C'est et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lui fais le reproche, attention à ton tour de ne pas le blesser. Ça veut dire quoi? Fais attention à la façon dont tu vas lui adresser son reproche. Comment on adresse un reproche? 2 choses. Premièrement, c'est quand parler et comment parler. Quand parler? Ne va pas l'attraper juste au moment où elle est très énervée parce qu'elle a raté son bus et qu'à ce moment tu dis ouais tu sais la dernière fois. Non, c'est pas du tout le moment. D'accord? Ou qu'en ce moment tu sais qu'elle est down, alors c'est bon, je laisse la digérer 2 jours, 3 jours. Et comment parler? Bah, il faut y mettre les formes. Parle de ton ressenti plus que de son mauvais comportement en soi. Voilà comment j'ai ressenti les choses, voilà comment moi j'ai perçu les choses, voilà ce qui m'a fait de la peine. Pas non, t'as été comme ça et t'as fait comme ça et t'as fait comme ceci. D'accord? D'ailleurs, une remontrance, on dit une remontrance en français, Rav Lemel dit toujours ça, une remontrance c'est censé remonter la personne et pas la descendre. D'accord? Donc quand on va pour faire un reproche à quelqu'un, et c'est vrai en particulier, notamment à un enfant, on doit se poser la question avant. Est-ce que je le fais sans rancune, sans rancœur, sans animosité, avec un cœur bienveillant parce que je veux la remonter et la pousser à progresser? Parfois, elle est déjà partie. Mais justement, c'est parce que... En fait, tout est une question, il ne faut pas être dans l'immédiateté. Il faut pas être dans Est-ce que tu connais quelqu'un qui te dit, dans 1 heure, je vais me mettre en colère? C'est parce que le problème, c'est qu'en fait, on réagit de façon impulsive et immédiate. C'est juste ça. Donc, quand elle te met en garde, elle te dit, attends 2 secondes, réfléchis, tu vas lui faire un reproche, mais réfléchis la façon dont tu vas lui faire. Alors, évidemment qu'elle te dit de façon implicite que, attends 2 secondes, prends ton temps. Réfléchis à la façon dont tu vas lui formuler. Ne lui crée pas un WhatsApp de 300 mots pour lui dire à quel point elle a été horrible. D'accord? Et autre chose que j'ai oublié de dire avant, c'était le passo d'avant. Le premier passo qui est quoi? Qui est l'interdiction de faire du lachon hara. Pourquoi j'aurais dû le dire avant? Parce qu'en fait, c'est très logique. Nous, on s'imagine que quoi? Que parce qu'on en veut à quelqu'un, d'accord? Alors, on va lui faire la tête et donc, on va faire du lachon hara sur cette personne. Alors que quoi? Tu vois que la Torah leur donne autrement. Elle dit, ne fais pas du lachon hara et ne lui fais pas la tête. D'accord? Ça paraît paradoxal. Mais en fait, c'est exactement que ça se passe comme ça dans la vie. Pourquoi? Quand moi, j'ai de la rancœur, par exemple, je suis fâchée contre Chantal, et je vais voir Esther, et je lui dis, pas quoi, c'est ce qu'elle m'a fait, Chantal. Ça paraît tellement fou de dire ça. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis défoulée. J'ai vidé mon sac. Et donc, est-ce qu'après, je ressens le besoin d'aller m'exprimer auprès de Chantal?
Donc en fait, c'est quoi le problème? Le préambule, à toute fois où on fait la tête à quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on s'est très souvent défoulé auprès d'une tierce personne. Alors on a fait deux avérotes. Premièrement, c'est qu'on a terni son image auprès d'une tierce personne. Et deuxièmement, quoi? Bah du coup, ça nous a empêché d'avoir l'opportunité d'avoir une discussion à cœur ouvert. Et t'as évité le conflit. Et j'ai évité le conflit, alors que tu vois que des fois il est inévitable. De fuir le conflit, ça n'est pas une solution. Vous comprenez bien ou pas? Et la Torah, elle termine par quoi? Par et l'interdiction de te venger. L'interdiction de te venger. Elle m'a pas invité, je l'invite pas. Parce que c'est ça la fin. Et quand tu as fait ça, tu as fini toute la relation. Et hop, la blacklist, elle se rallonge. Et là, il faut se poser des questions. Donc la Torah, elle a tout un programme. Avant de parler d'amour, elle te fait tac, 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 tac. Et ça comme étape, et ça comme étape. Et ça... Attention, parce que si tu fais ça, tu vas pas faire ça. Et donc. Et à la fin, elle te dit, ah, si tu as fait tout ce parcours du combattant, chose qu'on essaye de faire tous les jours, alors on va pouvoir parler d'amour. On va enfin pouvoir parler de Ve'afta le'acha kamocha. Alors maintenant, je vous pose la question pour terminer, c'est quoi le rapport avec la Gdusha? On s'est servi de la définition de la Gdusha pour expliquer c'était quoi l'amour. D'accord? Maintenant, je vous pose la question dans le fond, c'est quoi le rapport? Pourquoi le Kodesh HaKodashim c'est lié à l'amour? Pourquoi les mariages s'appellent Kiddushin? Pourquoi la paracha qui s'appelle Kedoshim, elle nous parle d'amour? Parce que écoutez bien, le Baal Shem Tov, il nous dit quoi? Le fondateur de la Chassidut, il nous dit c'est simple. C'est que Dieu n'a pas trouvé meilleur réceptacle pour sa Kedusha sur terre que l'amour qu'il y a entre vous. Plus on va être capable de mettre en place ces préceptes, qui sont des préceptes qui sont bons pour nous, qui sont bons pour nos relations, qui vont nous permettre de nous enrichir, de bonifier grâce à ces relations et aux différences qu'elles comportent chez les autres individus, plus en fait Hachem va venir faire résider sa Gdusha sur terre. Et après, c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis empreinte de Gdusha, de façon intrinsèque, ça m'élève. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir envie de quoi? De me comporter encore mieux. Et de nouveau, mes relations vont être empreintes d'amour, d'un amour véritable qui n'est pas un amour blessant. Et de nouveau, Hachem va m'envoyer sa Kedusha, il va m'envoyer sa bracha. Et donc en fait, quand on est dans cette dynamique, on est dans le cercle vertueux de la Kedusha et de l'amour. Et Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite, si Dieu veut, d'arriver à mettre en place ces principes, d'arriver à ne pas être susceptible, d'arriver à être courageuse et à ne pas fuir les discussions à cœur ouvert, et que Bezrat Hachem, on arrive à mettre ça en place dans notre vie pour pouvoir s'enrichir les unes les autres avec toujours plus d'amour et toujours plus de douche. Amen. Amen. Merci.